Ladies and gentlemen, we are very privileged and very happy this morning to have. Do you have your headphones on? We are just about to start, so if you don't have your headphones, please get them ready. Yeah, thank you very much. We are so much privileged and so happy to have in our midst this morning high-powered people from various disciplines and then organizations. We have for our chairman, co-chair for this morning, in the person of the Special Rapporteur, UN Special Rapporteur, in the person of Prof. Olivier de Schutter. Can we acknowledge him with an offering? The co-chair, le co-président, is the director for Oxfam, et le directeur in the person of Dr. Mrs. Farad Karimi. Il s'agit de monsieur le docteur She's also here. Karimi, qui est également là. We have Nous avons our honorable minister, honorable deputy monsieur minister, le in vice-ministre, the person of honorable Efabafi. monsieur He is the deputy minister for Agric, qui est le Ghana. vice-ministre de l'agriculture du Ghana. We have the president of Et nous avons AGRA, le président de l'AGRA, in the person of Dr. Namanga Ngongi. qui est monsieur Namanga Ngungi. We have also Nous avons également the vice president of ROPA, in the person of Ibrahima Koulibaly. monsieur Ibrahima Koulibaly, qui est le vice-président du ROPA. Then we have the president of Nous avons ensuite UEMIA, monsieur UEMOA, le président de l'UEMOA, enfin in le the person représentant of de l'UEMOA, Dr. Seydou Kabore. c'est monsieur le docteur Seydou Kabore. So we are very privileged to have such crop of people amongst us this morning. Et nous sommes donc très And we all know the purpose or the une telle objective brochette of this de meeting. personnalités ce matin. High-powered Vous rappelez quel policy dialogue between the West African farmers and une réunion then AGRA. de dialogue de politique de We are believing that entre this l'AGRA meeting will be et very les pays. fruitful. Nous pensons qu'il s'agira, And by the end of it, we shall all leave this place rejoicing au terme de laquelle nous and then quitterons saying toute that cette we have salle, done a good job. en nous réjouissant On this d'avoir fait note, un excellent and travail. without taking much of our Sur time, cette note, I want to hand over to the chairperson j'aimerais passer maintenant la in the parole person of Dr. au Olivier. président de séance, monsieur Thank you Olivier very Schutter. much. Je vous remercie. Prof. Bonjour à tous, mon nom est Olivier de Schutter, je suis le rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation et je voudrais, au nom des organisateurs, l'Institut international pour l'environnement et le développement, IIED, et notamment Michel Pimbert qui a pris l'initiative de cette réunion, et au nom aussi de ECASARD, qui est l'organisation paysanne de ce pays, l'association œcuménique du développement agricole et rural durable au Ghana, vous accueillir pour ces 3 journées de discussion à propos de la direction de la recherche et du développement agricole en Afrique de l'Ouest et du rôle que les organisations paysannes et les petits agriculteurs peuvent jouer à orienter cette recherche, ce développement agricole. L'occasion qui nous est donnée ici de mettre en débat les orientations qui ont été choisies par les gouvernements et par des fondations privées est une occasion unique. Je crois qu'il faut prendre la mesure de l'importance de cette démarche, de son originalité et de son opportunité dans le contexte actuel. De quoi part l'idée de cette rencontre, de ces 3 jours de dialogue?
Elle part très simplement de cette conviction que beaucoup ont, que tous autour de cette table partagent, que les scientifiques n'ont pas toutes les réponses, que la science ne peut plus être conçue comme unilatéralement imposée à ses bénéficiaires, qu'elle doit être mise en débat à la lumière des besoins véritables des personnes à qui elle est censée apporter des bénéfices. Et c'est vraiment ce débat que nous allons essayer de tenir avec un constat de départ. L'Afrique subsaharienne, c'est aujourd'hui 230 millions de personnes qui ont faim, 30% de la population, c'est 75% des sols qui sont dégradés ou en voie de l'être, c'est une grande masse de petits agriculteurs, de petits éleveurs, qui sont aujourd'hui trop pauvres pour se nourrir dignement, qui sont tentés de migrer vers les villes, et qui nous parlent, à nous qui travaillons avec eux, qui nous parlent de l'impact du changement climatique, qui nous parlent de la concurrence de plus en plus forte pour les terres et l'eau, qui nous parlent du sous-investissement dans l'agriculture dont ils ont été les victimes depuis des années, 40 ans peut-être, dans ces régions. Et ce diagnostic, il est largement partagé, c'est d'ailleurs ce qui motive l'investissement des organisations non gouvernementales, l'investissement de l'Alliance pour la Révolution verte pour l'Afrique, AGRA, l'investissement d'un très grand nombre de donateurs et bien entendu le réinvestissement des gouvernements dans l'agriculture. Mais quelles sont les solutions et comment développer l'agriculture pour qu'elle soit véritablement de nature à contribuer au développement rural, à l'augmentation des revenus des plus pauvres agriculteurs et pour qu'elle puisse ne pas accélérer la dégradation des écosystèmes et les atteintes à l'environnement. La question est difficile. Nous avons été nombreux à étudier ce qui s'est fait il y a 40 ans en Amérique latine, en Asie du Sud, en Inde, au Pakistan, aux Philippines, et qu'on appelle la Révolution verte. La Révolution verte qui était fondée à l'époque sur la conviction que certains progrès technologiques dans l'agriculture seraient la solution à l'éradication de la faim et de la malnutrition. La Révolution verte peut se définir assez simplement à partir de ces 4 ingrédients. 1. L'introduction de variétés améliorées, sous forme souvent de variétés hybrides, pour le maïs, pour le riz, pour le blé, développées d'abord au Mexique et puis importées dans l'Asie du Sud, en Inde, au Pakistan à partir de 1966-1967. C'est ensuite, deuxième ingrédient, une irrigation massive. Les surfaces irriguées en Asie du Sud ont doublé entre 1960 et 2000. Troisièmement, c'est la mécanisation de la production avec un nombre de tracteurs, par exemple, qui en Asie du Sud était de 200 000 en 1960 et qui est passé à 4,8 millions en 2000, il y a 10 ans de cela. Et puis, quatrièmement, c'est l'utilisation massive d'engrais chimiques, de pesticides, pour booster la production. En Asie du Sud, on avait 2 millions de tonnes d'engrais chimiques utilisés en 1960. 40 ans plus tard, on était à 70 millions, 70 millions de tonnes. Cette révolution verte, elle a eu ses partisans, elle a eu son prix Nobel, le prix Nobel de la paix qui a été attribué en 1970 à Norman Borlaug, qui était un de ses concepteurs. Elle a eu aussi ses contempteurs, ses critiques. Et nous sommes aujourd'hui pour tirer les enseignements, notamment de ces révolutions vertes passées. Et ces critiques, ces doutes, ces interrogations sont des interrogations que beaucoup d'entre nous cherchons à mieux comprendre pour mieux faire. Elles portent ces critiques, ils portent ces doutes sur plusieurs terrains. D'abord sur le fait que la révolution verte a augmenté les volumes de production
à l'échelle globale, dans les régions qui ont bénéficié de cette révolution verte, la production agricole a cru de manière tout à fait notable. Mais en même temps, la faim, la malnutrition n'ont pas été réduites. En Asie du Sud, par exemple, entre 1970 et 1990, la production agricole par personne, en tenant compte de l'augmentation démographique, a augmenté de 9% au cours de ces 20 années. Mais le nombre de personnes trop pauvres pour se nourrir a augmenté dans les mêmes proportions de 9%. En Amérique latine, toujours sur cette période 1970-1990, la production agricole par tête d'habitant a augmenté de 9% et le nombre de personnes ayant faim a augmenté de 17%. On s'est rendu compte, en d'autres mots, que si l'on n'était pas attentif aux conséquences sociales, à l'équité dans la distribution des avancées technologiques dans l'agriculture, l'on risquait de manquer notre cible, l'on risquait d'aboutir à une augmentation de la production sans que ceci conduise véritablement à réduire la pauvreté rurale. La question, c'est de savoir s'il n'est pas problématique de miser uniquement sur certaines régions les plus productives, les dits greniers à blé de certaines régions du monde, et s'il n'est pas dangereux de miser sur certaines catégories seulement d'agriculteurs en laissant sur le côté d'autres agriculteurs incapables d'effectuer la transition vers une agriculture plus performante. Une deuxième question concerne l'introduction de variétés végétales améliorées, d'hybrides, dans les régions bénéficiant de la révolution verte. Ces variétés sont censées augmenter les rendements à l'hectare, mais en même temps, certains se plaignent de ce que la diversité génétique se réduit à raison de l'extension des monocultures, et d'autres disent ceci va conduire à placer les petits agriculteurs sous la dépendance de certaines technologies dont ils n'ont pas la maîtrise et dont les droits sont entre les mains de fournisseurs de technologies qui sont des sociétés privées à la recherche de la maximisation de leurs profits. Une troisième question est posée concernant le lien entre la production, les petits agriculteurs et les marchés. Très souvent, les petits agriculteurs ont un accès très difficile. Les petits agriculteurs ont un accès très difficile aux intrants dont ils auraient besoin pour produire mieux. Toute la question de savoir comment ils peuvent obtenir un meilleur accès à ces intrants à des meilleures conditions pour eux. Et de l'autre côté de la production, ils n'ont pas un accès suffisant au marché. Comment créer des débouchés pour leur récolte? Comment améliorer les moyens de stockage, les moyens de communication pour que ces petits agriculteurs puissent obtenir un meilleur prix pour leur récolte et puissent avoir accès à des marchés, à des conditions qui permettent à ces agriculteurs de vivre décemment de l'agriculture qu'ils pratiquent. Ces questions, nous les connaissons tous. Elles sont par exemple développées dans le livre de Gordon Conway, The Double Green Revolution, qui a été extrêmement important dans notre démarche consistant à réfléchir à propos de la Révolution verte afin d'en tirer les enseignements. Mais ce qui est original dans cette réflexion aujourd'hui, c'est que nous avons les agriculteurs eux-mêmes, les paysans eux-mêmes, qui vont pouvoir exprimer leurs attentes, leurs craintes, leurs espoirs, à un moment où l'Afrique, et notamment l'Afrique de l'Ouest, est en train de réinvestir dans l'agriculture, de repenser la manière dont les politiques agricoles sont conduites, et un moment où l'attention de la communauté internationale pour les questions d'agriculture et d'alimentation a augmenté de manière tout à fait nette depuis la crise des prix alimentaires de 2007-2008. Nous avons ici, au fond, 3 cercles. Et je pense intéressant de rappeler la disposition. Donc nous avons dans cette salle 3 cercles de personnes. Nous avons dans cette salle 3 cercles de personnes et Michel Pimbert a voulu cette disposition géographique des participants pour manifester la philosophie de cette rencontre. Nous avons un premier cercle
qui est celui de petits agriculteurs, d'éleveurs, de personnes impliquées dans la transformation des récoltes dans différents pays d'Afrique de l'Ouest et qui vont pouvoir s'exprimer en tant que premiers destinataires de la recherche et du développement agricole dans cette région. Ce sont ces agriculteurs, ces éleveurs, ce sont ces personnes impliquées dans la transformation des récoltes qui vont d'abord pouvoir s'exprimer sur ce qu'ils ont vécu au cours des dernières années, leurs attentes, leurs espoirs, en bâtissant sur le travail de 45 commissions qui se sont réunies au cours des dernières années à l'initiative de l'Institut international pour l'environnement et le développement et qui ont développé ce qu'on appelle des jurys citoyens sur la recherche et le développement agricole. Ce sont donc les premiers concernés, les bénéficiaires, qui vont pouvoir poser des questions, faire part de leur expérience et nous obliger à rester sur le cap de ce qui leur importe vraiment. Nous avons un deuxième cercle qui est celui des paysans qui, dans d'autres régions du monde, ont une plus longue expérience de la transformation de l'agriculture à travers un investissement de l'État, à travers des avancées technologiques. Ce sont des paysans qui, au Mexique, en Iran, en Inde, aux Philippines, en Thaïlande, ont vécu la Révolution verte, lancée dans ces régions depuis les années 1960, et qui pourront faire part de leur expérience afin que nous puissions bâtir sur leur expérience, examiner si les questions qu'ils ont sont des questions pertinentes aujourd'hui, comparer la situation qui a été la leur, qu'ils peuvent envisager avec une certaine capacité de rétrospection, comparer ces situations avec celles des paysans dans ces régions d'Afrique de l'Ouest. Et puis nous avons un troisième cercle, celui auquel Farah Karimi et moi-même appartenons, c'est le cercle des observateurs, le cercle des policy makers, le cercle des décideurs, le cercle des médias aussi. Ce sont des personnes qui ne sont pas des paysans, ce ne sont pas les principaux acteurs de cette scène, mais ce sont des personnes qui doivent apprendre à écouter. Et je crois que, à travers cette disposition géographique de la salle, nous avons une sorte de métaphore pour ce que ce dialogue devrait constituer, l'opportunité pour ceux qui croient savoir d'apprendre, et l'opportunité pour ceux qui savent vraiment de parler de leur expérience et d'enseigner à ceux qui détiennent, au fond, les leviers de la transformation agricole dans cette région. Notre espoir à Michel Pimbert, au docteur King David Amoa et Cassard, notre espoir à Farah Karimi et moi-même, c'est que nous puissions déboucher au bout de ces 3 journées sur, au fond, un diagnostic commun, en identifiant certains points d'accord, en identifiant certaines priorités, en identifiant aussi en toute sérénité, en toute franchise, certains points contentieux de désaccord qui subsisteront au terme de ces 3 journées de discussion, mais qui seront peut-être, au fond, l'agenda de discussion à venir et qu'il faudra apprendre à résoudre à travers la discussion, le dialogue, informé par le point de vue des bénéficiaires de la recherche et du développement agricole. Voilà, je voudrais, après cette introduction, remercier une fois de plus l'Institut international pour l'environnement et le développement, Michel Pimbert, d'avoir pris l'initiative de cette rencontre qui bâtit sur des années d'expérience et de mise en débat de la recherche agricole dans cette région. Je voudrais remercier aussi pour l'accueil qu'elle nous fait ici, ECASARD, l'association œcuménique de développement agricole et rural durable du Ghana, représentée aussi ici par le docteur King David Amoa, pour leur accueil et pour leur hospitalité. Je voudrais aussi remercier un très grand nombre d'organisations qui ont rendu possible cette rencontre, en soutenant cette rencontre politiquement, en soutenant cette rencontre financièrement. Et pour commencer, je voudrais remercier Oxfam Novib, qui est un des sponsors de cette rencontre et qui est représenté ici au plus haut niveau par Farah Karimi, qui nous fait l'honneur de co-présider cette discussion,
à qui je cède immédiatement la parole. Thank you very much. Honorable guests and participants. Merci beaucoup, honorables invités et chers Dear participants, farmers of West Africa, chers paysans d'Afrique de dear l'Ouest, farmers of Asia chers and Latin paysans America, d'Asie et d'Amérique du Sud, Honorable Deputy Minister of Agriculture, Monsieur le vice-ministre de President l'Agriculture, of Agra, Monsieur le président de l'Agra, Mr. Jibo Bagna of POPA, Monsieur Djibo Bagna, Mr. Saidu Kabora of the Interparliamentary Committee of the West African Monetary and Economic Union, Monsieur Mr. King David Djibo Seydou Kaboré Amoa du of CIP de l'UEMOA, Monsieur Mr. King David Michel Amoa, Pembert Monsieur of the International Michel Institute Pembert of Environment and Development, de l'Institut and of course international my de dear l'environnement co-chair, et du Mr. développement, Olivier De et Schutter, mon cher UN coprésident, Special Monsieur Olivier De Reporter Schutter, on Food. rapporteur spécial des Nations Unies pleasure sur and honor l'alimentation. C'est un plaisir et that I un honneur greet you pour moi all de good morning. vous saluer Bonjour. ce matin. Bonjour. And to share the coming days Et de partager with you avec vous as co-chair of les this jours à venir en tant que high-level policy dialogue between coprésidente Accra de and ce small dialogue de haut African niveau farmers entre on the priorities l'AGRA et les and paysans governance africains of sur agricultural les priorités et la research gouvernance for de la development recherche in agricole West Africa. pour le développement en Afrique de l'Ouest. Oxfam est une confédération de 14 organisations nationales qui travaillent pour un monde juste sans pauvreté. Et Oxfam le sait, mon organisme est l'organisme hollandais qui est affilié à Oxfam. Ce dialogue est très important pour notre travail. La recherche agricole institutionnelle informe et influence les politiques agricoles et d'alimentation. Les allocations de financement et les interventions des gouvernements et des bailleurs. En tant qu'organisme qui travaille contre la pauvreté, Oxfam soutient le mouvement vers la démocratisation de la recherche agricole et pour que l'on entende les voix des paysans. Avec la crise alimentaire, plus que jamais, il nous faut reconnaître et agir avec toute la communauté des paysans. Car ce sont eux les acteurs décisifs des réponses mondiales et locales à la crise du climat et de l'alimentation. La recherche agricole doit répondre aux besoins et accroître la connaissance et la résistance des paysans. Le droit à l'alimentation et à la terre doit informer les programmes de la recherche agricole. Je pense que la plupart d'entre nous seront d'accord que la politique de recherche agricole et alimentaire doit être basée sur des preuves, des faits. Mais le principal problème, c'est les preuves de qui est-ce que l'on entend. Et c'est les preuves de qui comptent. Lorsque la majeure partie des champs dans le monde entier sont des petites exploitations de moins de 2 hectares, où le travail humain contribue grandement à la production alimentaire et où la connaissance et l'expertise des femmes sont cruciales pour la gestion de la diversité. L'approvisionnement en alimentation et la transformation des produits alimentaires crée la sécurité. Il est clair que les paysans et les paysannes comptent. Et pourtant, leur voix s'entend à peine. Ils participent à peine à la gouvernance de notre système alimentaire. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ce système lorsque la plupart de ceux qui ont faim sont ceux qui produisent une bonne partie de cette nourriture. C'est là un échec du système et de sa gouvernance. Nous devons donc agir pour changer cela. Oxfam pense que
l'ensemble du système alimentaire mondial est en panne. En août 2007, on a lancé une campagne mondiale qui s'appelle Grow. Dans cette campagne, on a pensé qu'il nous fallait changer le rythme auquel le monde produit et consomme la nourriture d'une manière qui soit durable au plan de l'environnement et équitable au plan social. En même temps, pour la campagne Grow de Oxfam, nous appelons à l'investissement dans les petites exploitations familiales. De ce point de vue, ce dialogue est très important. Allouer des investissements aux petites exploitations implique que l'on tienne compte des preuves et de la voix des paysans. Oxfam soutient activement l'IED, la démocratisation de la recherche agricole, en raison de notre objectif partagé de renforcer les capacités des paysans et des paysannes, qu'ils puissent analyser et parler pour elles-mêmes et agir en tant que telles. Alors, j'aimerais terminer en insistant sur les principes de l'engagement dans ces 3 journées. Je dirais que un dialogue juste et respectueux entre les différents acteurs, c'est cela que nous recherchons. Un dialogue constructif qui reconnaisse tous les domaines d'accord et de divergence sur ces questions agricoles. Les participants doivent viser à donner des arguments fondés sur des faits et basés sur des informations et sur l'expérience. De ce point de vue, tous les participants ont le droit de répondre aux critiques dans les domaines fondamentalement différents. C'est là qu'il faut que l'on se respecte pleinement de ce point de vue. Mesdames et messieurs, ces 3 journées nous amènent à un processus complexe de jury citoyen. Ceci nous donne un espace sûr à explorer, pour se parler et comprendre les choses que l'on partage et nos différences. Alors, il y a beaucoup de connaissances, d'expériences et de bonne volonté dans cette salle. Et donc, ensemble, avec vous tous, avec notre coprésident, nous allons commencer ce dialogue. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Merci. J'invite donc M. Ibrahim Koulibaly, le vice-président du ROPA, Professeur Olivier de Sutter, rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation, Madame Farah Karimi, directrice exécutive de Novib, coprésident de cette rencontre dialogue sur la gouvernance de la recherche et les priorités de recherche, Monsieur le vice-ministre du Ghana, de l'agriculture du Ghana, Monsieur Kabouré, du comité interparlementaire de l'UMOA, Monsieur le président de Agra. Cher Auguste Assemblée, producteurs d'Afrique de l'Ouest et du monde qui participent dans la production, oui, je parlais de lui, qui participent au processus de production et d'accès à l'alimentation. Permettez-moi d'abord de vous présenter les excuses de M. Djibo Bagnan, président du conseil d'administration du ROPA, empêché pour une raison de décès dans sa famille. Et donc, j'ai ici l'immense privilège de le remplacer à cette rencontre. Je vous souhaite la bienvenue à Accra, au nom du mouvement paysan d'Afrique de l'Ouest réuni au sein du ROPA et au nom de notre membre Organisation paysanne du Ghana et Kassar Fonks, qui n'ont ménagé aucun effort depuis des mois avec les organisateurs de l'IED, Michel Pember et les autres, pour que cette rencontre-là soit une réussite.
Donc, c'est un vrai plaisir de vous recevoir ici à une rencontre aussi importante et aussi déterminante dans le contexte actuel des crises alimentaires devenues récurrentes. Nous pensons sincèrement que le monde se trouve probablement à l'orée d'une guerre alimentaire qui pour le moment ne dit pas son vrai nom. Cela a été dit avant moi. Ce sont ceux qui produisent l'alimentation qui sont les plus vulnérables dans l'accès à l'alimentation. Mais quand nous regardons de très près, est-ce un refus du progrès? Est-ce des politiques qui ne suivent pas? Ou alors est-ce un manque d'écoute qui est à la base de ce problème? Parce que très souvent, on ramène tout le problème de l'accès à l'alimentation à un problème de manque de ressources. Manque de ressources pour investir dans l'agriculture, manque de ressources pour mettre en place les dispositifs qui permettraient cet accès à l'alimentation. Mais à regarder de très près, nous pensons que c'est tout sauf un manque de ressources. Aujourd'hui, il y a énormément de ressources dans l'agriculture, mais simplement, la situation ne change pas. La situation ne change pas pour une simple raison, parce que les principaux acteurs qui sont les premiers, qui sont frontalement face aux défis, ne sont pas consultés sur les priorités, ne sont pas la plupart du temps associés à la définition des politiques, ne sont pas associés à la définition et à la conception des priorités, disons, de progrès technologiques qui pourraient leur permettre réellement de changer leur situation. Donc, il devient urgent de créer des espaces comme celui-là pour permettre à différents acteurs qui sont sur des visions différentes de pouvoir se parler. Parce que si chacun est convaincu d'être du bon côté ou d'avoir la vérité pour soi, il est important de construire la vérité commune qui permettrait réellement à ceux pour qui chacun se bat de permettre à ceux-ci d'avancer. Mais ceci m'amène effectivement à aborder la question pour nous au niveau d'Europa. Nous le disons sans aucune prétention, il n'y a pas de solution, à l'accès à l'alimentation en dehors du soutien aux petits producteurs. Parce que depuis des temps immémoriaux, ce sont ces petits producteurs qui patiemment ont mis en culture, ont préservé la biodiversité, ont conservé la fertilité des sols, se sont nourris et ont nourri les villes. Aujourd'hui, nous assistons à une marginalisation de plus en plus poussée. On ne parle plus de petits producteurs, on ne parle plus d'agriculture familiale, on parle d'agro-business, on parle de gros investisseurs étrangers, on parle d'investisseurs nationaux qui ont de l'argent. Et dans ces faits, on ne parle plus du petit producteur qui devient un marginal, un empêcheur de tourner en rond, voire un problème qu'il faut éliminer. Ce sont ces problèmes qui sont au cœur de notre problème, de notre discussion. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on cherche la solution pour les plus vulnérables, pour les plus pauvres, pour les plus exposés à l'insécurité alimentaire et continuer à soutenir simplement ceux qui veulent faire de l'argent, du business avec l'alimentation. Ce n'est pas concevable, ce n'est pas acceptable, ça ne peut pas continuer. Et c'est pour cela qu'au début de mon allocution, je disais que nous sommes certainement à l'orée d'une guerre ou déjà dans une guerre alimentaire qui a déjà débuté. Ces dernières années, on a beaucoup parlé de la question des semences améliorées. Mais pour nous, acteurs de l'agriculture familiale, nous ne sommes pas contre les semences améliorées, au contraire. Mais nous pensons que face à des défis ou face à des problèmes concrets, l'agriculteur familial sait réfléchir et prendre des décisions. Aucun paysan ne peut se permettre d'acheter des semences améliorées à prix d'or, de les mettre dans la terre, alors qu'il ne sait pas s'il va pleuvoir ou non. Alors qu'il se permet d'acheter des engrais à prix d'or pour les mettre dans son champ, alors qu'il ne sait pas s'il va pleuvoir ou non. Donc nous essayons de sortir de notre situation avec des solutions que nous jugeons à notre portée. C'est pour cela que nous préservons nos variétés anciennes, nos anciennes variétés, plus adaptées aux conditions actuelles des changements climatiques.
Ce qui s'est passé dans le Sahel cette année le prouve. Il y a des pays qui n'ont pas atteint 60% de leurs besoins alimentaires en production. C'est ça la réalité récurrente de l'agriculture familiale dans nos pays. On ne sait jamais ce qui va se passer. Et il n'y a pas d'investissement qui arrive dans les exploitations familiales. Nous sommes formels là-dessus. Nous avons fait des études pour montrer si réellement l'investissement arrive dans les familles paysannes. Il y a énormément d'argent au sommet. Mais en termes concrets, l'agriculture familiale se trouve dans une situation d'extrême vulnérabilité. Je prendrai l'exemple de mon pays, le Mali. Nous avons fait une étude avec la FAO qui a montré que 55% des familles paysannes du Mali n'ont pas l'équipement de base, c'est-à-dire une charrue, une paire de bœufs, une charrette et un âne, qui les permettrait de labourer dès que les premières pluies tombent, afin de ne pas être rattrapés par les problèmes climatiques qui surviennent toujours en cours de chute. Est-ce qu'un État responsable n'a pas le devoir ultime de régler des problèmes de base comme ça? Donc ce sont des problèmes de fond qu'on n'aborde pas. La question des politiques agricoles cohérentes, mises en œuvre, élaborées de façon concertée, n'est plus à l'agenda. On ne parle plus de questions conjoncturelles. Semences améliorées, révolution verte. Des discours qui n'ont aucun contenu pour nous, acteurs de l'agriculture familiale, parce que simplement, nos problèmes sont très éloignés de ces questions-là. Nous ne sommes pas contre le progrès encore une fois, mais un progrès qui nous permet de régler nos problèmes, nous sommes preneurs. Mais un progrès qui nous permet de nous enfoncer dans l'endettement et la perte de nos terres, nous ne pouvons pas nous engager dedans. Donc c'est aussi simple que cela. Aujourd'hui, nous voyons émerger des problèmes terribles d'accaparement des terres, de marginalisation croissante de l'agriculture familiale. On déguerpit des milliers de villages pour installer une personne. C'est ça la triste réalité des paysans. Donc je pense que nous sommes aujourd'hui obligés de nous lever pour défendre notre mode de vie, de nous mobiliser pour défendre l'avenir de nos enfants dans la production, de nous mobiliser tout simplement pour montrer que nous sommes des citoyens, tout comme les autres qui ont des milliards à dépenser ou à investir dans l'agriculture. Nous avons autant de dignité, nous avons autant d'honneur, nous sommes autant fils de nos pays. Donc il faut construire ensemble. On ne peut plus accepter qu'on soit marginalisé parce que simplement c'est l'heure des investisseurs, c'est l'heure de ceux qui ont les moyens. Donc nous demandons effectivement que ce genre d'espace puisse être organisé sur des questions stratégiques comme ce dialogue sur la recherche, sur les questions de politique agricole qui doivent être élaborées avec les acteurs de la production alimentaire qui sont les petits paysans, qui doivent être mises en œuvre avec eux, suivies, évaluées avec eux pour qu'on puisse réellement régler véritablement les problèmes liés au non-accès à l'alimentation pour une grande partie de la population. Sur ce, je vous remercie.